Salut à tous, c'est Karim Debache pour une nouvelle émission. Joyeux Noël! Non, Jérémy, en fait, on devait sortir à Noël, c'est vrai, mais on a pris quelques jours de retard, donc c'est plus Noël. Bonne année! Non plus, c'est pas non plus le jour de l'an qu'on a également raté à quelques jours près, et je suis désolé de vous le faire remarquer de cette manière absolument pitoyable. Ho ho ho! Pourquoi tu fais ça? On avait dit qu'on faisait une émission sérieuse et tout, t'es en train de la saboter, pourquoi t'es toujours dans tes bouffonneries là? Y'a un problème, Gilles? Non. Merci. Salut à tous, c'est Karim Debache pour une nouvelle émission. Calme-toi, Jérém, les joujoux du Père Noël apportent la paix sur Terre aux hommes... Oh. Eh, petite merde! Ni hao. Professeur Kung Fu. 我找功夫师傅，我也希望你。 Troll 2 est un film italo-américain sorti le 12 octobre 1990 aux États-Unis et réalisé par Drake Floyd. Un nom qui ne vous dit rien forcément puisque cette personne n'existe pas. Un fantôme? Mais non, pas un fantôme, je veux dire, c'est un pseudonyme. Encore ces sales bêtes? En effet, derrière Drake Floyd se cache Claudio Fragasso, un réalisateur italien qui a commencé sa carrière avec Monster Dog, un film de loup-garou. Le loup-garou est interprété par Alice Cooper. On en retiendra des effets spéciaux et bourrifants. Vous voyez d'ailleurs comme Jérémy était bourriffé. Connard. Et une fantastique chanson originale de notre ami Alice Cooper. Qui dans la vraie vie s'appelle Vincent Furnier. Alice Cooper est donc aussi un pseudonyme. On dit qu'ils boivent ton sang et qu'ils le remplacent par du pipi. Après Monster Dog, Claudio Fragasso a réalisé plusieurs longs métrages dont les plus connus sont évidemment Troll 2 dont nous allons parler bientôt et House 5. La suite de House 4? Alors oui, mais en même temps non. C'est pas possible. T'as 2 minutes? Attends, bouge pas. Déjà, House 5 n'a pas de rapport avec la série de films House qui s'est arrêtée avec House 4. En fait, House 5 s'appelle La Casa 5. C'est la suite de La Casa 4, avec David Hasselhoff. Dans cette séquence, David Hasselhoff est aux prises avec des esprits maléfiques. Il va explorer cette pièce, mais une menace pèse sur lui. Question. D'où l'attaque va-t-elle survenir? D'accord, et la Casa 4, c'est la suite de la Casa 3. Voilà. Qui, lui, est la suite de la Casa 2. C'est ça, La Casa 2, qui est le titre italien de Evil Dead 2. Donc la Casa 3, c'est Evil Dead 3. Non, ça c'est l'Armée des Ténèbres. Ok, c'est tout. Non. Après House 5, ils ont aussi sorti La Casa di Helen, qui est à la fois House 6 mais aussi House 2, puisque c'est également une suite à House, le premier opus de la série de films House dont je parlais tout à l'heure. Enfin, pas vraiment. Ça n'a aucun rapport scénaristique avec le premier, mais c'est quand même la suite officielle. Pour avoir une vraie suite, il faudra attendre House 4, mais pas celui avec David Hasselhoff. Un autre. J'ai rien compris. En fait, c'est simple. House 5 n'a rien à voir avec la série de films House. Mais plus que pour son travail de réalisateur, c'est en tant que scénariste qu'il sera le plus remarquable puisqu'il signera le script de plusieurs chefs-d'œuvre de Bruno Mattei comme Robo War, une repompe de Predator, Strike Commando 1 et 2, le fantastique Born to Fight, dont voici un extrait. Ou encore Terminator 2. Attends, Terminator 2? Gilles, tu m'avais pourtant dit qu'on était dans le bon univers. Mais je pouvais pas savoir!
Le portail s'ouvre dans 12 secondes. Allez me chercher Arturo. Gilles, ce qui se passe ici est de ton entière responsabilité. Non. Le portail grinçait, le Golden Gate était rouge. On est dans la bonne dimension, c'est sûr. Je te fais confiance, Gilles. Voilà Arturo. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis chié dessus. C'est de ma faute. Tu l'as foutu au chiotte, cette confiance. Le portail est ouvert, c'est quand on veut. Ah mais non, c'est pas le même Terminator 2. Ah bah cool. Mais nickel. Il a effectivement scénarisé un film qui s'appelle Terminator 2, mais qui est sorti en 1990, donc l'année précédant la sortie de Terminator 2, le jugement dernier de James Cameron. D'ailleurs, le film n'a aucun rapport avec le premier Terminator, puisque c'est un plagiat d'Aliens, toujours de James Cameron. Et comme on dit, double plagiat, ça s'annule. On dit ça? On le dit. Donc ça va. Ça va. Donc Troll 2 nous raconte l'histoire du petit Joshua, un enfant américain des années 80 qui, comme tous les enfants américains des années 80, aime les trucs américains tels que les Looney Tunes, le skateboard, Batman, Superman, à peu près toutes les équipes de tous les sports populaires en Amérique du Nord, et les bonnes vieilles histoires de son grand-père, qui ce soir a décidé de raconter celle de Peter. Même si le livre indique le prénom de Davy parce que Peter, ça s'écrit comme pété. Pourquoi je te parle? Peter donc Mais non mais ça marche pas quand je le prononce. Se retrouve pendant une de ses balades dans les bois nez à nez avec un tas de gobelins. Wow. Je crois qu'il est temps de faire un break. Et de s'intéresser aux costumes. Déjà parce qu'ils sont l'œuvre de Laura Gemser, qui est aussi une actrice émérite connue pour ses rôles dans Black Emmanuel, Viol sous les tropiques ou encore Deux super flics avec Terence Hill et Bud Spencer. Celui-là il est génial, c'est celui où Terence Hill et Bud Spencer ils se font passer pour des flics et ensuite ils se font embrouiller par des T'es mafieux. fan de Terence Hill et Bud Spencer? Non. Et surtout parce que les costumes participent beaucoup au plaisir qui vient du film, en particulier ce costume-là. Celui-là me donne beaucoup de plaisir. Je l'ai appelé Mauricio. Et j'en profite pour attirer votre attention sur la musique du film composée par Carlo Maria Cordo, lui. Écoutez-moi ça si c'est pas beau. Super hein. Et encore mieux je trouve le thème de la ville de Nilbog où va se dérouler l'intrigue du film est complètement chamarré, vas-y DJ, fais péter les watts pour le département de ton choix. C'est très entraînant. N'est-ce pas? Bon, désolé pour cette longue parenthèse, on retourne au film donc après une effrénée poursuite, Peter se retrouve devant une charmante jeune femme qui lui offre une collation. À peine a-t-il le temps de se lever pour vomir qu'il comprend que cela est un piège, que la jolie jeune femme maquillée par Pissarro est un gobelin qui a pris forme humaine, et que la collation en question le transforme en moitié homme, moitié plante, ce qui permet au gobelin de le manger. Bon déjà, étrange histoire à raconter à un enfant la nuit, surtout que je trouve le grand-père très flippant là-dedans. Ils sont réels. Bien réels. Les goblins existent, Josh. Mais surtout, depuis le début, je vous parle de gobelins, et le film s'appelle Troll 2. Les gars? Alors, 2 secondes. Alors en fait, Troll 2 n'a aucun rapport avec Troll 1, ils ont juste pris le nom pour surfer sur le petit succès du premier. Donc y a pas de troll? Non. Bah c'est pas si compliqué. Faut aussi savoir qu'il y a eu un Troll 3 mais qui n'a aucun rapport avec Troll 1 non plus, ni avec Troll 2 et ne contient toujours aucun troll. Et il y a eu un autre film qui s'appelle Troll 3 et qui est aussi le 4e opus de la série de films Hathor. Les opticiens? Non, une repompe de Conan. Et Hathor 4 ou Troll 3, enfin le deuxième Troll 3 ne parle pas de troll non plus. Par contre il y a un gobelin. D'accord. Voilà. Et vous savez le grand-père qui raconte l'histoire aux gosses? Oui. Il est mort depuis des mois. Tang, tang, tang. En effet, le grand-père est un fantôme. Tang, tang, tang. Un fantôme qui peut donc apparaître quand il veut dans le monde réel. Bref, allons explorer le reste de la famille. Donc on a la maman que je soupçonne officiellement de vouloir m'hypnotiser. Michael, le père, un citadin qui rêve de devenir fermier et de vivre comme nos ancêtres. Et Holly, la sœur de Joshua, qui nous est présentée au travers de sa chambre. On devine donc que c'est une fille plutôt sport, peluche, sport, cheval, Tom Cruise, sport, Johnny Depp, photo, Schtroumpf, Mickey, bref. Michael emmène sa famille à Nilbog, un village paumé de 26 habitants, et ils sont suivis par le petit copain d'Holly et sa bande de potes qui se perdent en route. La famille arrive à Nilbog où ils sont reçus par un bien étrange comité d'accueil. Soyez les bienvenus à Nilbog, tous ensemble on va bien s'amuser. Oui, c'est la première fois à Nilbog, mais on vous a préparé à manger bon. Alors Gilles, je t'aime bien mais ne fais plus jamais ça. En fait, tous les habitants de Nilbog sont des gobelins déguisés en humains parce que... Nilbog. Si on le lit à l'envers, ça fait goblin. Et leur but va être de faire manger aux humains des trucs qui les transforment en nourriture pour gobelins, exactement comme dans l'histoire de PT. Bah tu vois que ça ressemble. En parallèle, on accompagne Elliot et le reste des Power Rangers qui tuent le temps devant des films de ouf avec des putains de gorilles fusées quand Bleu sort fumer une clope et aperçoit perdu dans la forêt une fille apeurée. Mais je sais pas, regarde, elle est là. Tu l'attrapes, tu cours, vas-y, cours voilà. Elle est là, juste là, vas-y, allez, cours, vas-y.
Quand soudain apparaissent les Iwo, les gobelins, qui attaquent Bleu avec une lance. Ce dernier et sa nouvelle amie profitent du fait qu'il ne soit pas poursuivi pour s'échapper de la non-menace et se réfugier dans un endroit sûr. On sera à l'abri là-dedans. Eh ben nickel. Et tombe nez à nez avec la reine des gobelins. Vous êtes dans mon encre. Ok, donc à partir de tout de suite, on admet que le film est complètement parti en vrille, donc ça c'est Creedence, la reine des gobelins, qui réussit à se débarrasser de Bleu et de son ami dans une explosion d'obscènes métaphores chlorophyllées, et nous voici déjà le lendemain matin, alors que le reste des Power Rangers se réveille sans se soucier de la disparition de leur ami, qui était juste sorti fumer une clope 12 heures plus tôt, et dont ils ont entendu les cris effrayés. C'est clair que c'est pas des super copains. Ferme ta gueule! Heureusement, va s'abattre sur eux une tragique justice, puisque Jaune va se retrouver seul face aux villageois qui ont l'air décidés à le faire flipper comme jamais, à grands coups de grimaces et d'imitation des Looney Tunes. Toi. Oui. Ton copain a un message pour toi. Et que le dernier Power Ranger s'est piégé par Creedence qui va jouer de son charme pour le séduire. Eh, attendez une petite minute, c'est quoi cette chanson? Je connais ça. Oh, plagiat, c'est du plagiat. Gilles, j'ai comme l'impression que Carlo Maria Cordo vient de plagier ton œuvre. Bébé, enlève ta veste. Très lentement. Pendant ce temps, du côté de la famille, Holly voit aussi le grand-père mort lui apparaître. Papa, moi aussi je vois grand-père mort. Oh là là, mes deux enfants qui voient leur grand-père mort, c'est pas bon ça. Allez, on rentre à la maison. Ouais. Alors par contre les gars, maintenant on a du budget, donc il va falloir refaire ça un peu plus... bien. Se passe tout un tas d'événements que j'adorerais commenter si mon émission faisait 2h20, salut Mauricio, retenez juste que tous les protagonistes du film se retrouvent par la force des choses dans la maison, où ils sont accueillis par les villageois qui leur ont préparé une petite fête. Non, j'ai dit tu fais plus ça. Joshua va dans sa chambre et se fait attaquer par la reine des gobelins. Heureusement, le grand-père arrive et fait peur au monteur du film. Il explique ensuite qu'il a élaboré un plan pour régler la situation. Il demande à Joshua de lancer un cocktail Molotov dans la maison pendant que lui fait diversion avec un extincteur. Je répète, il demande à Joshua de lancer un cocktail Molotov dans la maison pendant que lui fait diversion avec un extincteur. Alors, juste un petit truc. Enfin non, deux petits trucs. Bon, 3 trucs. Primo, ce plan n'a aucun sens, à part peut-être pour l'ironie extrêmement malsaine de la situation du « Ah, vous êtes en train de brûler alors que j'ai attiré votre attention avec un extincteur un peu avant », ce qui rendrait le grand-père vraiment cruel. Secondo, est-il vraiment responsable ou nécessaire de confier un cocktail Molotov à cet enfant traumatisé qui voit son grand-père mort lui parler et que tout le monde prend pour un fou? N'oublie pas ce que le docteur a dit. Oui, je sais, le grand-père 7 que je vois n'est qu'une invention de mon subconscient. Exactement. Ne serait-il pas plus simple de confier cette mission, disons, au père bodybuilder? Au hasard, je commence à penser que ce fantôme est un très mauvais grand-père, et oui, je viens de prononcer cette phrase, mais surtout, Tertio, comment ça marche? Je veux dire, j'en ai vu des personnages chelous, il m'arrive même parfois d'en filmer. Mais là, ça demande un peu d'explication quand même. Où se situe la limite de ses pouvoirs? Pendant le film, on le voit pêle-mêle apparaître où il veut, comme là, sur un rocking chair qui continue de se balancer après sa disparition, donc ça signifie qu'il était physiquement là, mais aussi prendre la possession d'un corps humain, par exemple celui de cet autostoppeur, arrêter le temps, il le fait au début du film pour que Joshua puisse pisser sur le repas, longue et dérangeante histoire. Il peut aussi faire des apparitions fantomatiques dans les miroirs, mais ça lui arrive de se tromper. Tu t'es trompé de chambre! Trompé de chambre. Sérieusement, comment ça marche? Il doit entrer les coordonnées de l'au-delà, il a une petite carte pour se repérer, il l'arrange dans un petit tiroir du monde des morts, à côté de ses cocktails Molotov. Regardez ça, il arrive même à lancer des éclairs. Je suis désolé, mais là, c'est triché. C'est triché de donner des pouvoirs à un personnage pour faire avancer l'intrigue comme on l'entend. Non. Je suis ton père. Pouvoir magique du méchant qui explose! Oh oh! Donc le masque tombe, tout le monde se rend compte que les villageois sont des gobelins, la famille se réfugie dans la maison sous des regards coupables. Allez. J'ai dit la famille se réfugie dans la maison sous des regards coupables. Piu piu. Bon, j'essaye un truc. Les femmes et les enfants après! Merci. Donc il se passe plein de combats nuls et de points d'intrigue incompréhensibles, ils finissent par détruire les gobelins, rentrent chez eux sans se soucier des personnages secondaires disparus, et toute notre histoire se termine évidemment sur un twist de fin plutôt dérangeant que je garde pour moi et mes cauchemars. Alors il y a plein de choses à dire, mais on va commencer par un truc simple.
Vous devez voir ce film. Voilà. Quoi que vous ayez prévu ce soir, vous devez annuler ça et voir Troll 2, c'est une des curiosités les plus cheloues que j'ai jamais vues sur un écran. Alors commençons par ce qui est le plus évident. Le jeu des acteurs est fou, ce qui se justifie d'ailleurs par le fait que le cast se compose en majorité d'amateurs, comme lui, George Hardy, dentiste, ou lui, Don Packard, qui au moment du tournage venait de sortir d'un hôpital psychiatrique. Ça déjà, ça sublime chaque réplique, et ils jouent pas juste très mal, ils jouent très mal, chacun dans leur style. Il y a quelque chose de très hétérogène dans leur mauvais jeu d'acteur, ne serait-ce que pour ce qui est des gobelins. Certains figurants le jouent de façon complètement monolithique, d'autres en font 3 fois trop. Voilà les sandwichs pour votre repas de ce soir. On a l'impression que personne ne joue dans le même film. Ajoutez à ça une intrigue remplie d'inconsistances avec des règles qui changent tout le temps, et vous avez un film incompréhensible. Ça, plus les faux raccords de partout, les ombres de perche et de caméra, les équipes techniques dans les reflets, les figurants en costume qui savent pas quoi faire, c'est très très cool. Et très très riche, si bien qu'à chaque fois qu'on le regarde, on découvre de nouveaux trucs, ce qui explique très probablement la fascination de beaucoup pour le film, puisque ce dernier, même s'il n'avait pas fait grand bruit à sa sortie, est depuis devenu culte en Amérique du Nord, et certaines séquences sont devenues des mèmes. Le phénomène a pris pas mal d'ampleur, et aujourd'hui Troll 2 est considéré comme un des pires films de l'histoire. Sauf que ma dernière phrase est fausse. Troll 2 n'est pas à considérer comme un des pires films de l'histoire, il y a une nuance à ça. Et pour la comprendre, on va devoir se pencher sur un autre long métrage. Best Worst Movie est un documentaire sorti en 2009 et réalisé par Michael Stephenson, l'acteur qui a interprété Joshua et qui revient sur le succès à retardement du film en allant à la rencontre du reste du cast et de l'équipe technique. Ce qui fait de Best Worst Movie un documentaire assez inestimable et tout aussi indispensable que le film Troll 2. Je considère même que les deux sont complémentaires et je vous le recommande vivement, on y apprend beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quelque chose en voyant ce docu m'a titillé. Non, pas ça. Dans Best Worst Movie, on a le droit à plusieurs interviews de Claudio Fragasso, le réalisateur de Troll 2, et on comprend que lui prend son film très au sérieux. È un film che su cose molto gravi, molto importanti, come mangiare, vivere, morire. È un film importante, parla della famiglia, dell'unione di una famiglia. Donc le film a d'autres ambitions que celle d'être un simple film d'exploitation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il semble mourir de frustration en constatant que le public est plié de rire dans la salle. Par ailleurs, plusieurs acteurs disent que malgré le fait que le scénario parfois n'avait aucun sens, même grammaticalement, le réalisateur refusait que ces derniers le retouchent. Il leur demandait de jouer le script à la lettre. Ce qui veut forcément dire que ce script a du sens. Et ils disent aussi que Fragasso leur expliquait souvent qu'il était plus américain qu'eux. That's not American. And he would always say that to me. I don't know if he said that to you a lot. But he would always tell me what was American. Donc j'en déduis qu'un des enjeux du film est de retranscrire ce que lui comprend d'une famille américaine. À cela, il faut ajouter les propos de l'ex-femme du réalisateur, Rossella Drudi, qui a coécrit l'histoire du film et qui dit ceci. Avevo molti amici in quel periodo che erano diventati tutti vega e quindi ero arrabbiatissima e allora ho avuto l'idea, la mia idea è stata quella di trasformare i vampiri, le storie di vampiri, in vegetariani. Donc, le film fonctionne à base de métaphores, et si les gobelins représentent les végétariens, on peut se demander si tous les personnages ne sont pas aussi des métaphores, et si l'ambition du film n'est pas d'agir comme une parabole sur la société américaine, ce qui nous permettrait d'en sortir une ligne idéologique. Donc la première chose à faire à partir de là, c'est d'essayer de le contextualiser. Le film sort en 1990, donc un an après une période que l'on appelle la révolution conservatrice américaine, ou encore les années Reagan. Ronald Reagan, président américain, qui disait, par exemple, « Un hippie, ça ressemble à Tarzan, ça s'habille comme Jane, et ça sent comme Cheetah ». Donc mon opinion est que la famille que l'on suit est un miroir de la famille typique américaine pro-Reagan aux fortes valeurs conservatrices, chacun de ses membres étant un archétype. Le père est strict et passéiste, comme nos ancêtres. La mère est aussi une figure d'autorité mais plus douce. Ne le frappe pas, s'il te plaît, évite de le frapper. Le petit ami doit apprendre à être un homme et quitter ses potes s'il veut être avec la fille, etc., etc. Et le film oppose cette structure-là à celle des gobelins, donc qui sont les végétariens, mais pas seulement. Je pense que c'est aussi, plus largement, une représentation de la jeunesse libertaire à la sexualité plus libérée. Il y a d'ailleurs plein de symboles et de séquences entières qui évoquent leur sexualité, parfois même leur homosexualité. Bonjour, belle jeune fille. Bonjour. C'est une jeune personne. Appétissante. Force est d'admettre donc que le film n'est pas dénué de sens. Donc à partir de là, si on considère que le film a un message assez subtil pour ne pas avoir sauté immédiatement aux yeux du public, mais limpide pour peu qu'on fasse l'effort de s'y intéresser, et qu'il est suffisamment fédérateur pour avoir réussi à s'introduire dans la vie de milliers de personnes, on est obligé de se poser la question, au nom de quoi Troll 2 serait-il un mauvais film? Et se poser cette question sous-entend une autre question. C'est quoi un mauvais film? Et se poser cette question sous-entend une autre question. C'est quoi un bon film? Et se poser cette question sous-entend une autre question, c'est la dernière fois promis. C'est quoi un film? C'est pour ça que l'appréciation qu'on a des films qu'on voit nous paraît si importante. Pourquoi toutes les discussions qu'on a en sortant d'une projection tournent autour du fait de savoir si le film est bon ou pas. Parce que trouver un film bon ou mauvais participe à définir la vision que l'on a de ce qu'est le cinéma, ou tout du moins de ce qu'il devrait être. Cette question de savoir ce qu'est le cinéma a traversé l'histoire de la théorie cinématographique de son origine à aujourd'hui, et personne n'a encore réussi à en donner une définition essentielle. Donc
c'est sûrement pas moi qui vais réussir à faire ça là tout de suite entre deux bières. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est une question suffisamment intéressante pour y réfléchir, même si on est certain de ne jamais pouvoir y répondre. Et c'est ce qu'on fera au fil des épisodes, parce que j'ai une vie assez triste. Mais mettons entre parenthèses ces considérations et revenons-en à ma question originelle. Au nom de quoi Troll 2 serait-il un mauvais film? Et pour essayer de répondre à ça, je vais m'appuyer sur une thèse à laquelle je ne crois pas vraiment, et que j'ai trouvé dans un livre que je n'aime pas d'un auteur avec qui je suis en désaccord. Et c'est comme ça. Dans La philosophie des films de Noel Carroll, philosophe américain qui fait autorité dans le monde anglo-saxon pour ses théories cinématographiques, ce dernier conclut en disant que la question de l'appréciation d'un film se résume en réalité à un concept de catégorie. Pour faire simple, si on se mettait d'accord sur la catégorie à laquelle appartient un film, on serait capable de déterminer simplement et objectivement la qualité du dit film. Mais selon moi, tout cela reste très flou. Par exemple, Troll 2 est un film d'horreur. L'objectif d'un film d'horreur est bien évidemment de faire peur. Donc en ce sens, Troll 2 est un mauvais film, puisque je pense que le seul moyen d'avoir peur devant Troll 2, c'est de le regarder sur un smartphone pour chasser par une vingtaine de loups affamés. Et ça, c'est un truc que je ne referai plus jamais. Mais c'est pas juste un film d'horreur, d'ailleurs aucun film n'appartient à une seule catégorie. On peut tout autant légitimement considérer le film comme une fable, une allégorie, un film d'auteur, ou même un mauvais film. Le mauvais film peut être une catégorie à part entière, avec tout en bas les navets et tout en haut les nanars, et en ce sens, Troll 2 est très bon. C'est un excellent nanar, donc très drôle, et qui en plus est porteur d'un message. Troll 2 n'est donc pas un des pires films du monde, c'est un des meilleurs pires films du monde. Best, worst, movie. Et c'est surtout parce que c'est un film sincère, fait par un auteur à qui on peut reprocher mille et un trucs, mais à qui on ne peut pas faire une critique fondamentale, qui selon moi sépare les vraies merdes des films valables. Claudio Fragasso, le réalisateur de Troll 2, a ressenti quelque chose sur le monde qui l'entoure, et a essayé de le retranscrire le plus fidèlement possible, sous la forme d'un long métrage. Et ça, et simplement ça, mérite de faire l'effort de prendre le film au sérieux. Donc procurez-vous ce film ne serait-ce que par respect pour les gens qui l'ont fait et qui ont dû en chier un max. D'ailleurs il y a très peu de techniciens qui l'ont signé de leur vrai nom, regardez le générique de fin, c'est plein de pseudonymes. Ils approchent, c'est trop dangereux ici, je me casse. Et même si vous n'en avez strictement rien à branler de tout ce que je viens de vous raconter, regardez le film juste pour ces putains de costumes. Ces incroyables putains de costumes. Et je vous rappelle qu'on les voit dès les premières minutes du film, dès le générique. C'est quand même extrêmement courageux pour un film à petit budget. D'habitude quand on n'a pas les moyens de montrer des monstres dans un film de monstres, on se démerde pour les évoquer seulement, et les montrer à la toute fin pour vraiment surprendre le spectateur. À un moment où il ne s'y attend plus. Mais putain When my first meal was school lunch, now I spit a 16 straight with no punch. Remember all for dinner, all we ate was Captain Crunch. Now we blow big blunts on our way to brunch. Mais tu peux garder ton chapeau. Tu peux garder ton chapeau.